Dans le royaume prospère de Somboro, le roi Madou régnait avec sagesse et équité. Doté d'une stature imposante, d'une peau d'ébène et d'un regard perçant, il incarnait l'autorité et la justice. Pourtant, derrière cette image de souverain sûr de lui, se cachait un homme tourmenté par des doutes. Était-il vraiment aimé par son peuple? Les flatteries qu'il recevait reflétaient-elles une admiration sincère ou un simple désir de plaire au roi? Et que dire de ses courtisans? Pouvait-il être digne de confiance? Ces questions le hantaient jour et nuit, et ce, malgré la prospérité apparente de son royaume. Les marchés étaient pleins de vie, les récoltes abondantes, et les chefs locaux, toujours présents lors des banquets, ne tarissaient pas d'éloges sur la gestion royale. Mais Madou, profondément intuitif, percevait des fissures dans cette façade. Des messagers lui rapportaient des récits de villages souffrant de négligence ou d'injustice. Certains chefs locaux, disait-on, abusaient de leur pouvoir, et les plus pauvres, écrasés par des taxes, n'osaient se plaindre de peur de représailles. Outre ces préoccupations, une autre question pesait lourdement sur lui, celle de sa succession. Le royaume attendait de lui qu'il prenne une épouse et désigne une reine. Plusieurs femmes nobles, issues de familles influentes, tentaient de se rapprocher de lui. Parmi elles se trouvait Safina, réputée pour sa beauté et sa richesse. Lors d'un banquet royal, elle se démarqua, mais pas pour de bonnes raisons. Un serviteur, en servant du vin, laissa tomber une coupe sur sa robe ornée de perles. Safina éclata de rire, mais son ton était glacial. Ces gens de basse naissance ne savent rien faire correctement. Pourquoi les tolérons-nous au palais? Madou, assis en bout de table, resta impassible. Mais en son fort intérieur, il était indigné. Si une future reine pouvait traiter ainsi un serviteur, que penserait-elle du peuple? Cette question s'enracina dans son esprit, et il comprit qu'il devait agir. Le soir même, il convoqua son fidèle conseiller Amadou. « Je dois savoir la vérité sur mon peuple, dit-il. Je veux quitter ce palais et vivre parmi eux. Et en chemin, peut-être trouverai-je une femme qui mérite d'être reine, une femme au cœur pur. » Amadou, choqué par cette décision, tenta de le dissuader. « Majesté, c'est dangereux. Comment pouvez-vous abandonner votre sécurité et votre statut pour une telle quête? » Mais Madou, résolu, répondit, « La sécurité est une illusion si elle repose sur un mensonge. Si je suis roi, c'est pour servir, non pour être servi. » Au lever du soleil, il quitta le palais, vêtu d'un simple pagne et d'un turban de toile. Avec une calebasse à la main, il se dirigea vers l'inconnu, prêt à découvrir la vérité. Le village de Fadiala, niché au cœur des plaines fertiles, était à la fois paisible et modeste. Les cases en terre battue formaient un cercle autour d'un petit marché où les villageois, habillés de pagnes colorées, s'activaient pour vendre leurs produits. Des enfants noirs au rire cristallin couraient entre les étals, tandis que des femmes, portant des calebasses sur la tête, discutaient sous l'ombre d'un grand baobab. Madou, désormais appelé Keba, s'arrêta à l'entrée du village, fatigué par sa longue marche. Son pagne usé et son apparence modeste attiraient des regards méfiants. Certains murmuraient entre eux, se demandant qui était cet étranger. Mais personne n'osa s'approcher. C'est alors qu'une jeune femme s'avança. Sa peau ébène brillait sous le soleil, et elle portait un pagne simple mais propre, noué élégamment autour de sa taille. Son foulard était tressé avec soin, et son regard chaleureux contrastait avec l'attitude des autres villageois. « Si tu cherches un abri et du travail, viens avec moi, dit-elle d'une voix douce. » Elle s'appelait Fanta. Elle vivait seule dans une case modeste, entourée d'un petit champ qu'elle cultivait pour survivre. Contrairement à beaucoup, elle ne posait pas de questions indiscrètes. Elle partagea avec Madou un repas simple composé de mil et de sauce d'arachide. « Ici, nous n'avons pas grand-chose, mais nous partageons ce que nous avons, dit-elle en souriant. » Les jours passèrent, et Madou travailla aux côtés de Fanta. Il apprit à semer du sorgho, à traire des vaches, et à réparer des clôtures. Chaque soir, il partageait des histoires autour du feu, et Madou découvrait en elle une sagesse rare. Mais tout n'était pas paisible. Aminata, une autre femme du village, observait la situation avec mépris. Elle était connue pour sa beauté et son arrogance. Habillée de pagnes plus riches que ceux des autres, elle regardait Fanta de haut. « Fanta, toujours prête à recueillir les étrangers, disait-elle avec un sourire narquois.
Mais derrière ce mépris se cachait une curiosité. Qui était cet homme mystérieux qui travaillait si dur? Un jour, Aminata aborda Keba. Pourquoi perdre ton temps avec une femme comme Fanta? Elle n'a rien à offrir. Si tu cherches une véritable femme, viens me voir. Madou, souriant, répondit calmement, la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on donne. Aminata, piquée au vif, se promit de surveiller cet homme de près. Un jour, une vieille femme arriva au village. Fatiguée et affamée, elle portait des haillons et marchait avec difficulté. Les villageois l'évitaient, murmurant qu'elle portait peut-être malheur. Mais Fanta, sans hésiter, s'approcha. « Grand-mère, asseyez-vous. » Elle lui offrit un bol d'eau et un morceau de pain, tandis que Madou observait la scène. La vieille femme, les larmes aux yeux, murmura « Ton cœur est pur, ma fille. Que les ancêtres te bénissent. » Elle sortit de sa poche un petit talisman en bois sculpté et le donna à Fanta. « Gardez ceci. Il vous protégera. » Aminata, qui avait observé la scène, éclata de rire. « Pourquoi perdre ton temps avec une mendiante? Ce talisman n'a aucune valeur. » Mais Fanta, calme, répondit, « Ce n'est pas la valeur matérielle qui compte, mais l'intention. » Le soir même, Madou décida de mettre les deux femmes à l'épreuve. Il plaça une pierre précieuse près du puits et demanda aux villageois ce qu'ils en feraient. Aminata, les yeux brillants, proposa de la vendre pour acheter des bijoux. Fanta, quant à elle, suggéra de l'utiliser pour réparer le puits, qui manquait cruellement d'entretien. Dans le village de Fadiala, la rumeur se répandit vite, le mystérieux Keba semblait attirer l'attention de Fanta. Les villageois, curieux, se réunissaient souvent près des champs où Madou travaillait aux côtés de Fanta, observant leurs interactions avec un mélange d'intérêt et de jalousie. Aminata, en particulier, devint de plus en plus agitée. Elle voyait en Keba une opportunité d'élévation, un homme qui, malgré son apparence modeste, dégageait une aura de noblesse. Un jour, alors que les villageois se rassemblaient sous le baobab sacré pour discuter des réparations nécessaires au puits, Keba intervint. « J'ai trouvé une pierre précieuse dans les champs », annonça-t-il. Il tenait dans sa main un éclat de quartz qui, sous la lumière du soleil, brillait comme un trésor. Cette pierre pourrait être utilisée pour financer les réparations. Mais avant de la donner, j'aimerais entendre vos idées. Les murmures s'intensifièrent. Certains villageois proposèrent de vendre la pierre pour acheter des outils ou des semences. D'autres suggérèrent de la garder comme symbole du village. Aminata, en revanche, se leva d'un geste théâtral. Elle portait un pagne rouge éclatant, avec des bracelets qui scintillaient à son poignet. « Donne-la-moi, Keba, dit-elle. Je saurai l'utiliser à bon escient. Imagine ce que nous pourrions faire avec des bijoux ou des vêtements pour impressionner les autres villages. » Fanta, assise en retrait, observa en silence. Finalement, elle se leva. Contrairement à Aminata, elle portait un pagne simple, et son visage, bien que fatigué par le travail, rayonnait de sincérité. Cette pierre pourrait financer les réparations du puits. Cela aiderait tout le monde, surtout les femmes qui passent des heures à marcher pour chercher de l'eau. Les regards se tournèrent vers Keba, qui semblait peser leurs paroles avec soin. « C'est une excellente idée, Fanta, dit-il enfin. Mais je pense qu'il faut encore tester vos intentions. Je vais confier cette pierre à quelqu'un pendant une journée, et nous verrons ce qui en ressort. » Cette annonce créa une tension palpable. Aminata, sentant une opportunité de se démarquer, fit tout pour attirer l'attention de Keba ce jour-là. Elle lui apporta des fruits, tenta de se montrer charmante et même généreuse envers les enfants du village, un comportement inhabituel pour elle. Fanta, de son côté, resta fidèle à elle-même, travaillant dans les champs et aidant les autres sans chercher à impressionner. Le lendemain, une nouvelle épreuve fut annoncée. Keba proposa à Aminata et Fanta de s'occuper d'un enfant orphelin qui vivait seul dans une case délabrée à la périphérie du village. « Cet enfant a besoin de soins et d'attention, dit-il. Je voudrais voir comment vous vous en occuperez. » Aminata, bien que réticente, accepta le défi. Elle se rendit à la case en portant un panier de nourriture. Mais à peine arrivée, elle posa le panier devant la porte, jeta un coup d'œil à l'intérieur, et repartit rapidement. Il est sale et bruyant,
murmura-t-elle à une voisine en s'éloignant. Je ne suis pas une nourrice. Fanta, en revanche, passa la journée entière avec l'enfant. Elle nettoya la case, prépara un repas avec les maigres provisions qu'elle avait apportées, et berça l'enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme. Lorsqu'elle revint au village, son visage était marqué par la fatigue, mais aussi par une certaine sérénité. Cet enfant a besoin de plus qu'un panier de nourriture, dit-elle à Keba. Il a besoin d'amour et de soins constants. Keba, impressionné par la sincérité de Fanta, commença à douter de son plan. Devait-il révéler sa véritable identité maintenant ou pousser Aminata à montrer son vrai visage? Il décida d'attendre encore. Frustrée par l'attention que Fanta recevait de Keba, Aminata élabora un plan pour discréditer sa rivale. Elle se rendit discrètement chez le chef du village, un homme influent mais connu pour céder facilement à la flatterie et aux promesses. « Chef, murmura-t-elle, il se passe quelque chose d'inquiétant. Fanta prétend être humble, mais je l'ai vu recevoir un talisman d'une mendiante. Qui sait ce qu'elle pourrait en faire ? » Intrigué, le chef décida de convoquer une réunion publique sous le grand baobab, lieu de justice et de vérité. Les villageois se rassemblèrent, curieux de découvrir ce qui se tramait. Fanta, bien que surprise par l'accusation, se présenta sans crainte. Elle portait un pagne simple et un foulard bleu, ses traits reflétant une sérénité confiante. Aminata, en revanche, affichait un sourire satisfait, sûr que son plan fonctionnerait. Le chef prit la parole. « Fanta, il nous a été rapporté que tu as reçu un talisman. Explique-toi. » Les murmures remplirent l'assemblée. Fanta répondit calmement, « C'est vrai. Une vieille femme m'a offert ce talisman en signe de gratitude. Il n'a rien de magique, c'est un symbole de protection. » Un ancien s'approcha, examinant l'objet. « C'est un simple talisman en bois. Rien ici ne suggère une intention maléfique. » Aminata, déstabilisée, tenta de jeter le doute. Mais pourquoi le cacher alors? Peut-être que ce talisman cache une sombre intention. Keba, silencieux jusque-là, se leva, attirant tous les regards. Il ôta lentement son turban, révélant son visage noble. La stupeur parcourut la foule. Je ne suis pas Keba. Mon véritable nom est Madou, et je suis le roi de Somboro. Un silence de choc s'abattit sur les villageois. Madou continua, je suis venu ici incognito pour comprendre mon peuple et choisir une reine digne de ce nom. Fanta a prouvé sa générosité, son humilité et sa sagesse. Elle est celle que j'ai choisie. Aminata, blême, tenta de se justifier. Majesté, je voulais protéger le village. Mais Madou répondit calmement, la véritable protection vient de l'amour et de la vérité, pas de la manipulation. Les applaudissements éclatèrent parmi les villageois. Fanta, bien que surprise, resta humble. Elle s'inclina légèrement, « Votre Majesté, je n'ai fait que ce que je pensais juste. » Le roi sourit. « C'est exactement ce qui fait de toi une femme extraordinaire. » Ainsi, Madou révéla sa véritable identité, offrant une leçon de justice et d'intégrité à son peuple. Le village célébra l'union de Fanta et du roi, et Aminata quitta le village, incapable de faire face à la honte de ses actions. Le retour de Madou au palais fut célébré avec faste. Fanta, bien que timide, s'adapta rapidement à sa nouvelle vie de reine. Elle utilisa sa position pour améliorer les conditions de vie des villageois, en particulier des femmes et des enfants. Quant à Aminata, elle quitta le village, incapable de supporter la honte de son comportement. L'histoire de Madou et Fanta devint une légende racontée par les griots. Elle rappelait que la vraie grandeur ne réside pas dans les apparences ou les richesses, mais dans la pureté du cœur. Le royaume de Somboro entra dans une ère de prospérité et de justice, marquée par l'amour et la sagesse de ses souverains.